Bien, donc on continue un petit peu sur toujours dans la première section, dans cette deuxième partie de vidéo. Alors, juste avant de donner la définition de la fonction de production, alors concernant un petit peu la représentation graphique d'une combinaison de production, une combinaison productive, c'est la même chose hein, qu'on a vu hein, pour la combinaison de consommation. Donc, on a un plan à deux repères, si vous voulez, l'axe des abscisses, l'axe horizontal, je vais y porter les quantités de travail, et puis sur l'axe vertical, l'axe des ordonnées, on met les quantités de capital. Et donc là, si je dois représenter les combinaisons A, B, C dans mon exemple précédent, donc A c'est 7 unités de capital, donc pareil, je vais, donc 1, 2, 3, 5, 6, 7, donc j'ai 7 ici, K est égal à 7, et 1, 2, 3 pour le travail. Donc pareil, je vais tracer une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses, qui passe par la quantité de capital, 7, et une droite, un segment vertical qui passe par la quantité de travail, elle est égale à 3. Et au point d'intersection, bien sûr, donc, je vais mettre le point A qui représente la combinaison A. Toujours. Comme on a fait pour la combinaison de consommation, ça ne change pas. Si je dois représenter la combinaison B, allez, on termine par ça. Donc, K est égal à 2, donc elle est là. Et bien sûr, le travail, c'est 6. Donc, pareil, je trace un segment parallèle à l'axe des abscisses qui passe par K est égal à 2 et puis vertical qui passe par L est égal à 6. Au point d'intersection, donc, je note bien sûr le point B qui représente la combinaison B. Voilà. Très bien. Alors, maintenant, donc, on passe à la définition, d'accord, de la fonction de production. Très bien. Alors, comment définit-on cette fonction de production? Comme vous le savez maintenant, hein, pour faire de la microéconomie, pour étudier le comportement d'un agent économique, toujours on utilise une fonction mathématique. Donc, pour le consommateur, on a utilisé la fonction d'utilité. Et pour le producteur, bah, pareil, on va utiliser une fonction qui s'appelle la fonction de production. Alors, cette fonction de production va nous permettre, comme on a déjà dit, de répondre à la question, c'est-à-dire combien je vais obtenir de production si j'utilise une combinaison productive donnée. Donc, par exemple, si j'ai la combinaison A ou B, combien je peux obtenir d'output, c'est-à-dire de produits, de biens ou de services d'ailleurs, soit avec la combinaison A ou avec la combinaison B ou C ou peu importe, d'accord? Donc ça nous permet de répondre à la question combien peut-on produire en combinant certaines quantités des facteurs de production, d'accord? C'est-à-dire une certaine quantité de travail, une certaine quantité de capital. Donc combien je peux obtenir d'output? Très bien. Alors, comme n'importe quelle fonction, bien sûr, la fonction de production, c'est une relation mathématique. Entre quoi et quoi? Entre un ensemble, ce qu'on appelle un ensemble de départ, hein, donc le point de départ, et puis un ensemble d'arrivée. Alors ici, l'ensemble de départ correspond à quoi? Ben, il correspond aux combinaisons productives. C'est-à-dire, je prends une combinaison productive, par exemple A, et j'essaie de voir combien je peux obtenir d'output. Donc, l'ensemble de départ, c'est la combinaison productive, et l'ensemble d'arrivée, c'est quoi? C'est la quantité d'output obtenu. Comme pour le consommateur, donc si tu prends la fonction d'utilité, c'est quoi l'ensemble de départ? C'est la combinaison de consommation. Je prends une combinaison de consommation XY, et j'essaie de voir combien ça va donner, ça va procurer de satisfaction au consommateur. Donc l'ensemble de départ, c'est la combinaison de consommation. L'ensemble d'arrivée, c'est quoi? C'est le niveau d'utilité. Pour le producteur, l'ensemble de départ, c'est la combinaison productive de production. Et l'ensemble d'arrivée, c'est la quantité d'output. D'accord? Donc toujours, hein, fonction. La fonction, c'est une relation, une application, comme on l'appelle aussi. C'est une relation mathématique, n'est-ce pas? Voilà, c'est une relation mathématique entre un ensemble de départ et un ensemble, bien sûr, d'arrivée. Un ensemble d'arrivée, d'accord? Alors, pour le consommateur, donc on a la fonction d'utilité, n'est-ce pas? UXY, vous le connaissez maintenant. Alors, l'ensemble de départ, c'est la combinaison de consommation. Donc, je l'écris ici. Et
l'ensemble d'arrivée, c'est quoi? C'est le niveau d'utilité ou de satisfaction. Okay? Donc, la fonction d'utilité, c'est la relation entre les deux. Okay? UX, Y. Donc, ça nous permet de déterminer pour chaque combinaison de consommation XY combien on va obtenir de niveau de satisfaction, tout simplement. Bah, pareil pour le producteur. Donc, on va faire le même travail. Donc, l'ensemble de départ, bien sûr, c'est la combinaison de production ou productive, c'est-à-dire KL, n'est-ce pas? Et l'ensemble d'arrivée, eh bien, c'est le niveau d'output ou la quantité d'output, c'est-à-dire la quantité produite. Et donc, pour cela, donc, on a besoin d'une fonction de production. Comment on la note? Eh bien, c'est Q. Q, c'est la quantité. Q, quantité d'output. Qui dépend de quoi? Dépend de la quantité des facteurs de production utilisés. Comme le niveau d'utilité dépend de satisfaction, dépend des quantités consommées, la quantité d'output dépend des quantités d'input, c'est-à-dire des facteurs de production qui sont utilisés. Donc, la fonction de production QKL, c'est une relation qui va nous permettre de déterminer, de calculer pour chaque combinaison de consommation combien on peut obtenir de niveau d'output. D'accord? Très bien. Donc, on va essayer de formuler ça. OK? Alors, la fonction de production, on va écrire ici. Donc, la fonction de production, OK, permet, donc on a dit que c'est une relation mathématique entre chaque combinaison, d'accord, d'input et la quantité d'output. Donc, ça permet de faire quoi? Bah, permet de calculer, comme la fonction d'utilité pour le consommateur, permet de calculer pour chaque, ou de déterminer, si vous voulez, pour chaque combinaison productive, la quantité d'output maximale. Pourquoi la quantité d'output maximale? Parce que tout simplement, le producteur, il est supposé être rationnel. Donc, il va utiliser les inputs, les facteurs de production de la meilleure façon possible, de la façon la plus efficace. Et donc, forcément, il va obtenir la quantité d'output la plus élevée. D'accord? Très bien. Donc, la fonction de production permet de calculer pour chaque combinaison productive la quantité d'output maximale. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que j'ai une combinaison productive, avec la fonction de production qui est notée KL, il va me donner la quantité d'output maximale. Voilà à quoi ça sert cette fonction de production et pourquoi on l'utilise. D'accord? Alors, exemple. Donc, alors, je travaille avec des exemples pour l'instant. Après, bien sûr, une fois on va terminer les définitions, etc., et toutes les explications, on va travailler sur des applications. Donc, comme j'ai eu l'occasion de le préciser déjà, le cours que je vous donne, c'est un cours intégré, c'est-à-dire mélangé. Hein. Donc, c'est cours magistral et TD. En même temps, on fait les TD, d'accord? Parce que cours magistral, on donne uniquement les définitions, les formules et quelquefois quelques exemples je dirais rapide, hein, mais là, comme vous l'avez vu au premier semestre, on fait plein d'applications, etc. Et souvent des applications qui sont issues des exercices d'examen précédents, des années antérieures. Donc forcément, hein, donc, ce sont des séances de TD. Après, bien évidemment, on verra en fonction du temps si on aura suffisamment de temps pour faire des révisions comme on a fait au premier semestre. Mais sachez que chaque fois qu'on fait des séances de cours, hein, donc c'est à la fois cours magistral et TD. Très bien. Alors, je prends hein, donc une combinaison A, 3, 5. OK. Donc, imaginons que j'ai cette combinaison. D'accord? Quelle est la question que je me pose? Combien? Ça veut dire quoi cette combinaison? Si je la lis, ça veut dire que la combinaison A, le producteur utilise 3 unités de capital et 5 unités de travail. Ou si vous voulez, 3 machines et 5 travailleurs. Très bien. La question que se pose ici, c'est, ce producteur, c'est combien il peut obtenir d'output, combien il peut produire. Imaginons qu'il produit des chemises. Combien il peut obtenir de chemises s'il utilise 3 unités ou 3 machines
et 5 travailleurs. Alors, pour répondre à cette question, il lui faut une fonction de production. Parce que s'il n'a pas la fonction de production, il sera incapable de déterminer combien il va produire de chemises. Et s'il ne le sait pas, ben, il ne sait pas non plus combien il va vendre et combien il va gagner de l'argent. Donc, c'est pour ça que la fonction de production est très importante. Donc, ça détermine la quantité d'output que je peux obtenir avec une combinaison de production. Et par conséquent, ça permet de déterminer combien de chiffre d'affaires, combien de bénéfices il va obtenir. Donc, supposons que la fonction de production, KL, est égale à K fois L. Une forme multiplicative, K fois L. Donc, Q de A, c'est-à-dire la quantité d'output que je peux obtenir avec la combinaison A, est égale à KA fois LA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais remplacer les quantités de capital et de travail de la combinaison A dans l'expression de la fonction de production, comme on a fait pour la fonction d'utilité. Pareil, c'est du remplacement. Donc, ça fait 3 fois 5, tout simplement. Ça fait 15. Donc, le chiffre 15, c'est quoi? C'est la quantité d'output maximale. Donc, 15, c'est la quantité maximale que je peux obtenir avec 3 machines et 5 travailleurs. Interprétation. Donc là, vous voyez que la fonction de production permet de calculer, mesurer, déterminer combien d'output on peut obtenir. S'il produit des chemises, ça veut dire qu'avec 3 machines, 5 travailleurs, il va pouvoir produire 15 chemises. Si par exemple, il vend les chemises 100 dirhams, ça veut dire combien de chiffre d'affaires il va obtenir? 15 fois 100, ça veut dire 1500 dirhams par exemple. Ok? Très bien. Donc voilà un petit peu comment on utilise la fonction de production. D'accord? Très bien. Alors, si je prends, allez, deuxième combinaison pour la route, allez, 6, 4. Alors, à quoi est égale la quantité de B, la quantité d'output que je peux obtenir avec la combinaison B? Ben, pareil, Q de B, ça sera KB fois LB. Donc, je remplace les quantités de capital et de travail, ça fait 6 fois 4, ça fait 24. Donc, 24, c'est la quantité maximale que je peux obtenir avec 6 machines et 4 travails, et ainsi de suite. D'accord? Très bien. Alors, juste peut-être deux, je dirais, remarques qu'on va faire rapidement après cette définition. Donc, la première, c'est que chaque fonction de production est définie. D'accord? Est défini pour un état de la technologie. D'accord? Pour un état est défini pour un état ou par rapport à un état donné de savoir, de connaissance, de technologie. D'accord? De savoir technique ou de savoir faire, etc. Donc on va dire de savoir technique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'état du savoir change, c'est-à-dire que il y a une innovation technologique, on change un petit peu, hein, donc on découvre une autre façon de produire qui est plus efficace, qui est plus productive. Bien sûr, la fonction de production, elle va changer, sa formule, elle va changer, et donc le niveau d'output que je peux obtenir toujours avec la même combinaison, il va être différent de la fois précédente, d'accord? Par exemple, hein, donc si on prend les nouvelles technologies de l'information, d'accord? Tu prends une entreprise avant, donc il produisait des chemises, etc. Mais s'il introduit les nouvelles technologies de l'information, et donc sa production, il va devenir plus automatisée, avec on dirait un processus de production qui est plus robotisé, par exemple. On utilise des robots, on utilise plus de machines, etc. Plus le réseau informatique. Et donc la formule de la fonction de production, il va changer, et donc le niveau de production d'output qui va être obtenu va être aussi différent, d'accord? Donc la production aujourd'hui, hein, donc on obtient avec, je sais pas moi, donc les nouvelles énergies, hein, donc c'est pas la même chose qu'on obtenait pardon, avec l'énergie de la vapeur lorsqu'on était un petit peu au 18e, 19e siècle par exemple. Donc c'est complètement différent. Les imprimeries aujourd'hui par exemple, on utilise hein, un processus qui est plus sophistiqué, c'est pas la même chose que l'imprimerie qu'on avait découvert au XVIe siècle. Donc voilà, lorsque la technologie change, la fonction de production va changer et le niveau d'output obtenu aussi, il va être différent. Donc chaque fonction de production, il faut savoir, lorsqu'on donne sa formule, c'est par rapport à un état de la technologie de l'époque.
Donc, si ça change, bien sûr, la fonction va changer et le niveau aussi d'output va changer. Deuxième aussi remarque qu'il faudrait savoir, c'est que dans le modèle néoclassique, donc la théorie néoclassique, quand on s'intéresse au choix du producteur et on utilise la fonction de production, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est combien je vais utiliser d'input et combien je vais obtenir d'output. Donc, tout ce qui se passe entre l'utilisation des inputs et l'obtention de l'output, donc ça ne nous intéresse pas. Donc on ne dit rien sur ce processus-là, c'est-à-dire tout ce qui concerne, je sais pas moi, le processus technique, les différentes étapes techniques pour obtenir le produit, tout ce qui concerne les relations entre les employés, l'employeur et l'employé, ou entre les employés entre eux par exemple, l'organisation, le management, etc. Donc tout ça, c'est hors du champ d'analyse de la théorie du choix du producteur. C'est-à-dire qu'on ne va pas l'étudier. On étudie uniquement ce qui entre comme quantité d'input et ce qui sort comme quantité d'output. Donc c'est pour ça que dans la théorie du choix du producteur, on dit que on considère l'entreprise comme une boîte noire. Ça veut dire que on va pas s'intéresser au processus qui mène de l'utilisation des inputs jusqu'à l'obtention de l'output. On s'intéresse uniquement à l'entrée et à la sortie. Donc on écrira que la fonction de production, si vous voulez, la fonction de production dans la théorie, ou si vous voulez, le modèle néoclassique, ne s'intéresse, d'accord, qu'à ce qui entre, hein, donc si vous voulez, et c'est-à-dire les inputs et ce qui sort, c'est-à-dire l'output. Ce qui nous intéresse, c'est combien on va utiliser d'input et combien on va obtenir d'output. Ce qui implique bien sûr que l'entreprise est considérée comme une boîte noire. C'est comme s'il n'y avait rien qui se passe à l'intérieur de l'entreprise, c'était une boîte noire, hein, donc il n'y a rien. Et donc, tout ce qui relève de la vie quotidienne de l'entreprise, des relations qui se nouent entre les employeurs et les employés, les conflits qui peuvent intervenir, les problèmes techniques, etc. Tout ça n'est pas traité par la fonction de production et donc la théorie du choix du producteur. Ce qui intéresse la théorie du choix du producteur, pour chaque quantité d'input, okay, qui vont être choisis par le producteur, combien il peut obtenir d'output. D'accord ? Très bien. Donc, je récapitule. La fonction de production, donc, c'est une relation entre la combinaison d'input et la quantité d'output. Il permet de calculer pour chaque quantité ou chaque combinaison productive la quantité maximale d'output obtenue. Ou si vous voulez, on peut inverser le raisonnement. Pour une quantité d'output, par exemple, imaginons que je voudrais produire 50 voitures. Je me pose la question, combien il me faut du capital et du travail? Donc ça, je peux aussi l'obtenir grâce à la fonction de production. Et donc là, la fonction de production permet aussi d'établir la relation dans le sens inverse. Pour chaque quantité d'input, quelle est la quantité d'output maximale qu'on peut obtenir, et pour la quantité d'output, pour une quantité d'output donnée, combien on peut utiliser, ou quelle est la quantité minimale d'input qu'il faut utiliser pour obtenir cette quantité d'output. Alors, mais en général, hein, donc c'est dans ce sens-là qu'on l'utilise, le premier sens qu'on l'utilise, c'est-à-dire pour chaque quantité d'input, quelle est la quantité d'output maximale. Voilà. Très bien. Alors, après la définition, donc là on va s'attaquer aux expressions, c'est-à-dire les formes ou les formules, hein, si vous voulez, de la fonction de production. D'accord ? Donc je rappelle que normalement, hein, donc la fonction de production elle est notée, si vous voulez, hein, donc Q c'est la quantité d'output, x1, x2, x3 jusqu'à xn. Je rappelle, hein, donc ce sont les inputs, les quantités d'input. Okay. Mais comme on raisonne sur deux inputs, hein, donc hypothèse simplificatrice, donc on fait comme si on avait uniquement deux inputs, c'est-à-dire deux facteurs de production, K et L seulement.
Donc, ce qui implique que la fonction de production, donc, elle est notée Q, toujours KL. OK? Donc, la question qu'on se pose maintenant, quelle est la forme? Quelle est l'expression Q, KL? À quoi est égal Q? OK? Donc, c'est-à-dire, comment on établit la relation entre K et L? Est-ce que c'est égal à K plus L? Est-ce que c'est égal à K fois L? Est-ce que c'est égal à K sur L? Est-ce que c'est égal à K au carré fois L à la puissance 1/2, etc. Donc, quelle est l'expression de la fonction de production? Alors, ce qu'il faudrait savoir, c'est que cette expression de la fonction de production, elle dépend de quoi? De la nature des inputs. Donc, je vais l'écrire ici et essayer de vous en rappeler le jour de l'examen. C'est très important. Expression de Q, KL, est fonction de quoi? Est fonction toujours de la nature des inputs. La nature des facteurs de production. Alors certains vont me dire, oui monsieur, on a déjà déterminé la nature des inputs, des facteurs de production. Donc on a distingué entre les facteurs de production fixes et les facteurs de production variables. C'est vrai, mais ce n'est pas la nature qui m'intéresse ici. Hein. Donc c'est pas la distinction entre fixe et variable. Donc même si parce que la distinction entre facteurs fixes et variables, ça nous permet de faire quoi? À quoi ça sert? C'est pour distinguer entre le court terme et le long terme. Voilà son utilité. Son utilité, c'est de distinguer entre la courte période et la longue période. Court terme, long terme. Donc, il ne va pas nous être utile ici pour avoir l'expression de la fonction de production. Donc, on est obligé d'utiliser une autre classification des inputs qu'on utilise dans la théorie du choix du producteur. À savoir, c'est un petit peu près la même chose que chez le consommateur qu'on avait fait au premier semestre, c'est-à-dire la distinction entre facteurs substituables et facteurs complémentaires. Et au sein des facteurs substituables, on va distinguer une nouvelle fois entre ceux qui sont parfaitement substituables et ceux qui sont imparfaitement substituables. D'accord? Et donc voilà, c'est un petit peu cette distinction, cette classification qui va nous servir de base pour déterminer, établir les formes, les formules ou les expressions de la fonction de production. Très bien. Donc, pour chaque type de facteur de production, on va avoir une forme, une expression qui lui est spécifique, c'est-à-dire qui lui est particulière. Alors, comme on a trois types de facteurs de production, je rappelle, complémentaires, parfaitement substituables et imparfaitement substituables, ne vous inquiétez pas, on va donner la définition et comment on distingue entre les trois. Donc, comme il y a trois types de facteurs de production qu'on vient de distinguer, donc il va y avoir trois formes, trois expressions, trois types de fonctions de production. Une pour les complémentaires, une deuxième pour les parfaitement substituables et une troisième pour les imparfaitement substituables. Très bien. Alors, comment distinguer ces trois types de facteurs de production? Comment savoir est-ce que j'ai des facteurs complémentaires, parfaitement substituables ou imparfaitement substituables? Très bien. Donc, on va commencer par la nature des inputs, c'est-à-dire la nature des facteurs de production. Très bien. Alors, pour distinguer entre les facteurs substituables et complémentaires, il y a un critère. C'est quoi ce critère? C'est le rapport entre le capital et le travail, le rapport entre la quantité de capital et la quantité de travail utilisée. Si la quantité de capital où le rapport K sur L et les variables, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux remplacer un facteur par un autre, forcément. Par exemple, je peux remplacer de la main-d'œuvre par des machines, ok? Et vice-versa. Dans ce cas-là, pour réaliser la même quantité, bien sûr, d'output, dans ce cas-là, eh bien, les facteurs de production sont, comme ils sont remplaçables, donc on dit qu'ils sont substituables. En revanche, si il est impossible de remplacer un facteur par un autre, dans ce cas-là, K sur L, il va être fixe. Donc, je dois utiliser les deux facteurs de production en même temps, ensemble, et dans un rapport qui est fixe, une proportion qui est fixe, c'est-à-dire K sur L qui est constante. Dans ce cas-là, les facteurs, bien sûr, seront complémentaires. Vous voyez, c'est la même logique que chez le consommateur. Lorsque je peux remplacer un bien consommé par un autre, du Pepsi par du Coca par exemple, on dit ils sont substituables. Lorsque je dois utiliser les deux, consommer les deux en même temps, par exemple le café et le sucre, je dis qu'ils sont complémentaires. Pareil pour les facteurs de production. Si je peux remplacer l'un par l'autre, substituable. Si je dois
malheureusement utiliser les deux, ou heureusement d'ailleurs, les deux en même temps, avec dans la même proportion fixe. Dans ce cas-là, on parle de facteurs qui sont complémentaires. Très bien. Donc, le critère, c'est K sur L. Très bien. Donc, je vais le mettre ici, K sur L. C'est-à-dire, bien sûr, hein, donc la quantité de capital, on va vous donner hein, donc la quantité de capital, la quantité de travail. Si à chaque fois K sur L, elle est toujours fixe, donc complémentaire, si les variables, ça change à chaque fois. Donc on dit que les deux facteurs sont substituables. Donc K, L, variable, soit fixe. Dans ce cas-là, donc les inputs, on dit qu'ils sont substituables. Dans ce cas-là, on dit que les inputs donc, sont complémentaires. Voilà, j'espère que c'est visible pour tout le monde. Très bien. Donc, c'est le rapport entre la quantité de capital utilisée et la quantité de travail utilisé qui va nous permettre de distinguer entre les, voilà, le caractère, le type substituable et le type complémentaire. D'accord? Très bien. Alors, exemple, pour substituable, par exemple, je sais pas moi, une moissonneuse, pour prendre le cas agricole, une moissonneuse, et un ouvrier agricole. Donc, on peut remplacer une moissonneuse par plusieurs ouvriers agricoles, ou l'inverse aussi. Sinon, ici, exemple d'input complémentaire, par exemple, un chauffeur, donc c'est le travail, et un taxi. Donc, je ne peux pas remplacer un chauffeur par un taxi, hein, donc j'ai besoin des deux. Donc, si j'ai uniquement la voiture et il n'y a personne pour la conduire, je ne peux pas produire le service de transport. Donc, j'ai besoin des deux. Okay. Par contre, ici, moissonneuse ouvrière agricole, bien sûr, moissonneuse, on a besoin d'un conducteur pour la conduire, mais imaginons que tu n'as pas une moissonneuse, c'est-à-dire que les gens, donc ils travaillent de manière un petit peu archaïque, donc ils vont utiliser un petit peu le faucil, hein, donc comme nos ancêtres, et essayer, voilà, de faire la moisson, hein, donc tout simplement de blé. Voilà, travailler un petit peu à la main avec des outils rudimentaires. Donc on peut remplacer effectivement cette machine par des ouvriers agricoles. Très bien. Donc voilà le premier critère. Alors à l'intérieur, donc justement, hein, donc des inputs substituables, donc il y a deux autres types, soit parfaitement substituables, soit imparfaitement substituables. Très bien. Alors comment je détermine est-ce que j'ai parfaitement ou imparfaitement? Donc, on va vous donner le critère. Donc, les inputs substituables. OK? Voilà, ils sont là. Très bien. Alors, pour déterminer comment dirais-je, la différence entre les deux, donc on a dit, hein, donc, le premier type, c'est parfaitement substituable. Voilà. Et le deuxième type, c'est imparfaitement substituable. Donc c'est à peu près la même logique que chez le consommateur, si vous vous rappelez très bien. Donc quand on a fait la distinction entre les biens parfaitement et imparfaitement substituables, on avait comparé quoi? Bah, c'était le TMS, vous voyez, c'est le TMS et les constants, delta Y sur delta X. Donc on dit que les biens sont parfaitement substituables, c'est-à-dire pour remplacer la même unité de Y, j'ai besoin toujours de la même quantité de X. Donc delta Y sur delta X fixe. Imparfaitement substituable, delta Y sur delta X était variable, le TMS était variable. Ça veut dire quoi? Pour remplacer toujours la même unité de Y, j'ai abandonné une orange, j'ai besoin d'une quantité différente à chaque fois du bien X pour la compenser. Eh bien, c'est la même logique ici. Imaginons par exemple que tu as perdu une machine, d'accord? Bah, pour continuer à produire la même quantité d'output, tu dois la remplacer par quoi? Ou la compenser par une quantité de travail. Donc, si tu remplaces ou tu compenses par la même quantité de travail toujours, d'accord? Dans ce cas-là, on dit que les biens ou les inputs ou le capital et le travail sont parfaitement substituables. En revanche, si à chaque fois, pour remplacer la même machine, donc tu dois la compenser
avec un nombre de travailleurs différents à chaque fois, bah dans ce cas-là, bien sûr, les inputs sont considérés comme imparfaitement substituables. Donc, ce qui nous permet de voir ça, c'est le rapport delta K sur delta L. Alors, delta K sur delta L ici, parfaitement donc constant, c'est les fixes, donc on dit que les inputs sont parfaitement substituables. Si les variables, delta K sur delta L, hein, vous voyez, hein, donc je remplace Y par K, et x par L. Et donc, ça me donne delta Y, enfin, l'équivalent de delta Y sur delta X, c'est delta K sur delta L. Ici est variable. Ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on remplace donc la même unité de K est toujours compensée ou remplacée par la même quantité de L. D'accord? Donc, delta K sur delta L est toujours remplacé par la même quantité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais écrire ici. Ça veut dire que si je perds une machine, moins 1, d'accord? Donc, delta L est toujours constante. Okay. On va prendre un exemple pour illustrer tout ça, ne vous inquiétez pas, dans la troisième partie. En revanche, imparfaitement substituable, parce que j'ai plus de place, hein, donc je vais reprendre imparfaitement substituable. On a dit delta K sur delta L est variable, n'est-ce pas? Très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je perds une machine, pour la compenser, donc chaque fois, j'ai besoin d'une quantité différente de travail. Donc, elle est variable. Et donc, ça nous donne bien sûr delta K sur delta L qui est variable. Donc, voilà un petit peu la différence. Attention à ne pas mélanger. Parce que certains, lorsqu'on leur dit delta K sur delta L est fixe, ils disent que c'est complémentaire. Non. Pour complémenter la substitution, on utilise K sur L. Alors que delta K sur delta L, c'est pour les biens, est-ce qu'ils sont les inputs, est-ce qu'ils sont parfaitement ou imparfaitement substituables. Donc, il ne faut pas mélanger. Donc, attention, delta K sur delta L fixe, ça ne veut pas dire qu'ils sont complémentaires. Attention. Donc ça veut dire, ils sont déjà substituables, hein, donc ça veut dire parfaitement substituables. C'est pas la même chose, ok? Très bien, donc on va arrêter cette deuxième partie à ce niveau-là, et après on va prendre donc les exemples pour illustrer tout ça.